Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Live TV. Nous sommes très heureux de savoir encore que vous êtes toujours nombreux à nous rejoindre pour ce grand moment de parlotte. On parle, on discute, c'est le grand talk, vous le savez, et nous sommes toujours très heureux de le faire. On ne recevra pas aujourd'hui, je reviens à ma petite formule, un grand capitaine de tous ceux qui croient justement que les éléphants doivent être soutenus de toutes les manières. Lui, c'est Innocent Anongba. En 2002, il a créé donc sa marque OBV, Orange Blanc Vert, et il fait beaucoup de choses. Petit rappel pour lui, parce que tout ce qu'on arbore ici, c'est grâce à son petit geste d'amitié, notamment cette jolie cravate que j'apprécie fortement. On ne recevra pas non plus Tarek, que tout le monde appelle gentiment Jimmy. C'est un agent de joueur. On aimerait bien parler avec lui de cette valse d'entraîneur à venir. Et s'il nous faisait le plaisir de nous rejoindre demain, on va lui en faire la demande. Sachez en revanche que Tom Saint-Fiet serait dans les starting blocks pour succéder à un certain Rigobert Song. Ah, ça peut faire parler chez les agents de joueurs et d'entraîneurs. On en parle peut-être demain. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Ça va plutôt bien. Bonsoir chez vous, merci d'être avec nous ce soir. On parlera essentiellement du match Côte d'Ivoire-Mali, qui se déroulera donc le samedi. Ça sera du côté de Bouaké. J'ai envie de dire, André, que le pays se déplacera à Bouaké, mais bon, ouais. Le pays de cœur ira à Bouaké soutenir nos pachydermes, mais évidemment avec notre plateau qui est là. Élisée Voloube, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Gérard Talman. Bonsoir Christelle, André, Komoué, Élisée, bonsoir à tout le monde. Et il nous rejoint aujourd'hui, il est consultant sur plusieurs chaînes pour le sport, Juliard Patrick. Bonsoir. Moi-même, bonsoir à toutes et à tous, heureux d'être parmi vous. Merci d'être avec nous. Notre plateau est 7, on y va. Alors, on le sait, les éléphants de Côte d'Ivoire sont préparés à défier les aigles du Mali. Tout ça, c'est bien sûr l'aboutissement de ces confrontations qui ont eu lieu dans les 8e de finale. Et pour ouvrir cette émission, Gérard est avec nous, Christelle, pour son 6 minutes sport. Voilà, différents points abordés dans le 6 minutes sport. On démarre maintenant. Gérard, bonsoir encore une fois. Bonsoir Gérard. Bonsoir André, bonsoir à tout le monde. On est très heureux de vous retrouver les amis. En tout cas, c'est un gros pincement que la Côte d'Ivoire a eu hier lorsque le Maroc s'est fait éliminer, puisque c'était le sauveur. On s'en souvient que le Maroc avait relancé la Côte d'Ivoire. On s'était dit, tiens, par fraternité, écoute, on souhaite que le Maroc gagne. Malheureusement, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'est plutôt l'Afrique du Sud qui a eu raison du Maroc. Ça a encore cassé pour le Maroc, bien évidemment. Bon, allez, on n'est pas du tout content là-dessus. Mais en même temps, on a jeté un petit coup d'œil sur l'historique des rencontres entre le Maroc, les Bafana de l'Afrique du Sud et les Lions de l'Atlas. Eh bien, petit avantage pour nos amis sud-africains. 6 confrontations quand même où l'Afrique du Sud a pris le lead sur le Maroc. Exactement, 6 confrontations avec celle qui s'est déroulée hier. Donc 3 victoires pour l'Afrique du Sud, 2 matchs nuls et 1 victoire pour le Maroc. Voilà. Très bien. Et donc, après ça, une pause de 48 heures. Et juste après, il faut commencer à penser au quart de finale. C'est ça, il faut permettre aux organismes de se renouveler un tout petit peu. Et puis bon, on relance les quarts de finale. Ce sera vendredi déjà. L'Angola, sinon le Nigeria, pour être plus précis, sera opposé à l'Angola. Ce sera au Félicia. Donc là, ça va être un match âprement disputé. Et puis, juste après, donc, on aura le Cap-Vert qui sera en face de l'Afrique du Sud. Là encore, il y a une petite histoire entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. C'est qu'il y a eu 2 confrontations entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Et à chaque fois, c'est le Cap-Vert qui a raflé la mise. Alors, au niveau du Sénégal, la presse a fait quand même des gros titres sur la défaite des Lions de la Teranga. Exactement. En tout cas, la presse sénégalaise a donc montré son ressenti relativement à cette défaite-là. Par exemple, on a l'enquête qui évoque des lions sans armes, voilà, et puis aussi un réveil brutal des éléphants. L'évidence, par exemple, mentionne la fin de règne tout en mettant en lumière
les choix tactiques pour le moins discutable de Aliou Cissé. Et l'évidence. Et puis voilà, pour record, terminer, pardon. le record est beaucoup plus, le record est beaucoup plus optimiste en disant, voilà, c'est de beaux jours devant. Très bien, Gérard. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot, peut-être pour terminer là-dessus, hein, sur le sort de Seko Fofana en club? Est-ce qu'on en sait un peu Exactement. plus, Déjà arrivé, et puis bon, déjà s'apprête à partir. Il avait quitté Lens pour aller à Al Nassr. Eh bien, il sera prêté à Al Ettifaq, voilà, qui est entraîné par Steven Gerrard, ceci en remplacement de Jordan Henderson, qui est lui plutôt parti du côté de l'Ajax à Amsterdam. Très bien. En tout cas, on a fait le tour hein, pour le 6 minutes sport. Merci Gérard. Merci André. Et c'est la fin du 6 minutes sport. Eh bien, il faut qu'on parle de ces éléphants de Côte d'Ivoire avec Patrick Juillard qui est avec nous. On va évidemment évoquer son expérience de cette Coupe d'Afrique des Nations de l'hospitalité et puis son regard d'expert, journaliste, observateur justement de cette compétition et des conditions dans lesquelles les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés. Une confrontation face aux Aigles du Mali. Est-ce que c'est un sommet ouest-africain un peu connu? On en parle ensemble avec vous les amis. Alors Patrick, merci d'être avec nous. C'est un gros plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Regardons ensemble la prestation des éléphants avant donc de parler de ce qui va se passer le samedi avec le Mali. Comment est-ce que vous avez trouvé, vous, en tant qu'expert, enfin professionnel de la chose, l'arrivée des éléphants en compétition, les différents matchs, et puis voilà, comme on le dit au Sénégal, le réveil brutal des lions, des éléphants de Côte d'Ivoire, pardon. Bien, on a tout de suite cru que l'équipe était bien lancée après le premier but très précoce contre la Guinée-Bissau dans une belle ambiance à Ebimpe. Et on s'est dit, bon, bah, ça va bien se passer, la Côte d'Ivoire est bien partie, ça va dérouler, comme on dit. Et ensuite, tout s'est grippé petit à petit. Déjà, contre la Guinée-Bissau, ce n'était pas la démonstration attendue, c'était une victoire raisonnable, mais pas très démonstrative, dirons-nous. Et ensuite, contre le Nigeria, l'équipe a déraillé pour franchement sortir de la route complètement contre la Guinée équatoriale. Et là, je pense qu'on a bien compris que Jean-Louis Gasset n'imprimait pas, comme on dit, sur ce groupe, que ça ne marchait pas, que surtout ses choix restaient très figés alors qu'il fallait changer des choses. Et je pense qu'il a été ça a été très bénéfique de faire ce reboot qu'ont opéré les dirigeants ivoiriens en donnant l'équipe à Emers Faye, qui, je pense, communique mieux avec ses jeunes joueurs. Il n'y a pas de creux générationnel, il est à peu près du même âge, du moins il peut être sur la même longueur d'onde qu'eux. Son duo avec Guy Demel me semble bien soudé, et ils ont fait les bons choix contre le Sénégal. Procéder à l'entrée de joueurs d'expérience et à celle d'Odilon Kosunu, qui est, à mon avis, beaucoup plus un leader défensif que ne l'était Diomandé, qui était un petit peu timoré et je pense paralysé par l'enjeu. Donc tout ça est très positif. La Côte d'Ivoire me semble à nouveau sur les bons rails après avoir déraillé. Donc il y a un petit peu dans cette équipe l'énergie du miraculé. Maintenant, il faudra confirmer contre le Mali, parce que maintenant la Côte d'Ivoire va retrouver un statut de favori, ce qui n'était pas le cas contre le Sénégal. Donc attention, mentalement, c'est plus la même approche. Il faut préparer le match différemment. Mais bien sûr, ça, pour vous laisser toujours la parole, est-ce que ça peut, justement, les Ivoiriens peuvent être un peu grisés, notamment les joueurs, et commencer à se sentir supérieurs alors qu'ils arrivaient un peu dans la peau des gens qu'on n'attendait pas. Maintenant, c'est eux un peu les favoris. C'est toujours un peu le problème de la Côte d'Ivoire, si vous regardez les précédentes éditions de la CAN. C'est lorsque la Côte d'Ivoire a bien réussi et qu'on lui colle une étiquette de favori que, effectivement, les joueurs ont tendance à se relâcher. Rappelons, pour ne pas aller plus loin qu'il y a 2 ans au Cameroun, une belle victoire probante contre l'Algérie. Dernier match de poule, on se dit la Côte d'Ivoire maintenant s'affirme comme un gros outsider, voire un favori. Et ensuite, l'équipe s'est dégonflée comme une baudruche face aux Égyptiens. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu... Je pense que là-dessus, Emers Faye et son staff doivent vraiment travailler pour que les joueurs restent, comme on dit, focus et ne se prennent pas pour d'autres. Parce que c'est des miraculés, hein. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Absolument, merci. Alors, justement, quand Emers Faye vous dit, il dit à ses joueurs en séance d'entraînement, il faut avoir le succès mesuré. Il ne faut
pas prendre, il faut être calme et puis aborder ce match-là avec voilà, toute la sérénité qu'il faut. Est-ce que ça vous rassure que les éléphants n'iront pas avec la grosse tête, justement, contre le Mali? Non, mais je pense surtout que le match contre la Guinée équatoriale est un traumatisme. C'est encore dans toutes les têtes et ça a servi, on l'espère en tout cas, mais je pense que c'est le cas, de piqûre de rappel. Vous ne voulez pas vivre 2 fois ça devant votre public. On sait ce qui aurait pu se passer après le match. Ça a été très tendu, ça aurait pu dégénérer plus. Absolument. Ils le savent, les joueurs le savent. Et je pense aussi que l'arrivée dans l'équipe, en tout cas s'ils gardent la même, il y a des chances qu'ils gardent la même parce qu'elle a fait une sorte de match référence. L'arrivée de joueurs d'expérience comme Max-Alain Gradel ou Jean-Michel Seri, c'est à même de un petit peu garder les pieds sur terre des jeunes. De dire, attendez les garçons, on a éliminé le Sénégal, mais on n'a pas gagné la CAN. Restez concentrés, ne vous dispersez pas. Et je pense qu'avec Emers Faé et Guy Demel, je pense qu'ils ont des bons coachs mentaux. Comme on dit. Très bien. Et du coup, on va rester sur ces talents-là, c'est-à-dire parler justement des atouts de ces éléphants de Côte d'Ivoire, les amis. Avec vous, Gérard, plutôt Élisée, comment vous pensez que les éléphants vont mettre en évidence ce qui est apparu comme un véritable atout, hein, cette mental, comment ils ont réussi mentalement à revenir? Comment vous pensez qu'ils vont l'exploiter face à des Maliens mais qui finalement n'ont rien à perdre? D'accord, comme je l'expliquais hier, hein, moi je pense déjà que le fait que les éléphants aient été dominés, ou du moins aient été menés et soient revenus au score, ce qui n'avait pas été vu en Côte d'Ivoire depuis un bon bout de temps quand même, où les éléphants de Côte d'Ivoire, dès qu'ils prenaient le but, éventuellement c'était soit une défaite, ou soit ils prenaient le but et après c'était égalisé, ils n'arrivaient pas à maintenir le score. Je pense que quelque chose est né là, et je crois que c'est un déclic pour une nouvelle mentalité qui va vraiment caractériser les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais sur la confrontation face au Mali, moi je pense que le jeu pour moi va se dérouler au milieu du terrain. Parce que il faut reconnaître quand même que le milieu malien est un milieu dense, avec d'excellents techniciens, comme Yves Bissouma et ses amis, mais vraiment avec d'excellents techniciens. Et c'est là justement que je crois que les éléphants doivent pouvoir montrer leur capacité à élever le niveau. C'est-à-dire très bien avec Jean-Michel Seri, qui a vraiment cassé les lignes face au Sénégal, qui a montré pratiquement qu'il était un joueur, je dirais, qui pouvait faire toute la surface du milieu de terrain. Je crois que là, on a besoin d'un Jean-Michel Seri vraiment à son top niveau. Seko, bien évidemment, tout le monde sait, c'est quelqu'un qui est capable de, sur une action, hein, je dirais, venu de nulle part, voilà, de mettre la balle soit pour l'attaquant ou bien même faire la différence. Donc je crois qu'on aura besoin d'un éléphant, ou bien d'une équipe d'éléphants qui, à mon niveau, est au top niveau sur le plan vraiment du milieu de terrain. C'est là que la bataille va se jouer, à mon avis. Très bien. Alors, Marius, avec vous, on va rester toujours un peu sur les éléphants. La crainte, et comme Patrick l'a dit, la grosse crainte, ça ne veut pas prendre la grosse tête, mais en même temps, rester serein. Qui faut-il? L'équipe malienne est bonne, ça c'est clair. On ne peut pas arriver à ce point-ci et puis dire qu'on est nul. Qui faut-il selon vous? On a parlé du milieu de terrain, au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. À l'heure évidemment, est-ce que vous avez un schéma comme ça qui vous vient en tête? Non, ben écoutez, l'entraîneur est toujours le mieux placé pour connaître ses joueurs et aligner les plus en forme du moment. Mais nous jouons un enjeu. Nous jouons un enjeu très capital pour l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Mais n'empêche que la question fondamentale de l'orgueil de chaque joueur que nous constatons souvent, la suffisance qu'ils attestent, et puis le moindre effort qu'ils accomplissent dans le jeu, en plein match. Et ça nous a été toujours défavorable. Comment peut-on concevoir qu'on ait, par exemple, comme il l'a dit, au milieu du terrain de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, des joueurs comme Kessié, Seri Jean-Michel, Seko Fofana, et puis on puisse ne pas dominer le milieu du terrain. Des joueurs qui brillent à des années-lumière sur des stades d'Europe face aux grands joueurs de football à l'international, une fois dans leur équipe nationale, à la limite, marchent sur le terrain. Bon, là, ils ont été quand même excellents, je veux dire, pour le match contre le Sénégal. Ah oui, mais justement, c'est pour ça que je pense, j'aurais pu peut-être ajouter en disant tout simplement qu'il revient à l'entraîneur d'aligner assurément la même équipe, de reconduire cette même équipe, peut-être avec quelques changements. Mais je pense qu'il n'a pas eu tort de mettre certains qui se disent cadres de l'équipe, et bien sur le banc de touche,
parce que leur entrée en seconde mi-temps Très bien. a démontré que le choix de l'entraîneur était un choix judicieux. Très bien. Quand vous dites tout ça, on parle du travail de l'entraîneur. On rappelle, et c'est la question que je vais tenter de poser à Gérard, que l'entrée de Haller a été salvatrice, puisque c'est Haller qui envoie le ballon, qui va nous, j'allais dire, créer L'occasion de pénalty, en fait. Déjà, c'est ce ballon génial qu'il envoie. Est-ce que, du coup, l'entraîneur serait confronté à un choix cornélien, mettre son même 11 d'entrée, ou évidemment tout de suite positionner Haller dans un match qui est peut-être un peu différent? Bon, moi, je le crois. Je crois que Haller sera titularisé. Déjà, on le pressentait sur ce match contre le Sénégal. C'est parce qu'Haller n'était pas à 100% évidemment de ses capacités physiques qu'il a été mis sur le banc, sans quoi il aurait été titulaire. Maintenant, avec ce qu'il nous a montré, je crois qu'il a joué, me semble-t-il, 48 minutes voilà, contre le Sénégal. Et je crois que là, maintenant, on peut le laisser y aller, être titulaire et puis peut-être en fonction du résultat, le faire asseoir peut-être autour de la 75e, de la 80e minute, relativement au résultat, en tout cas, qu'on va évidemment avoir. Parlons très rapidement avec vous, on garde la parole, si vous permettez, Christelle. C'est sur ces confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et après, Julia, Patrick va réagir là-dessus. C'est traditionnellement, ça me fait bizarre de dire ça parce que ça va très scientifique quand même, mais la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire vient à bout du Mali. Il y a eu 5 confrontations, je pense qu'il y en a eu 4 de victoires, plus un match nul. Exactement. Est-ce que vous pensez que cette rencontre va respecter cette tendance ou vous dites, attention, le Mali va commencer à se réveiller? C'est ça. En fait, c'est les deux à la fois. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'historique a beaucoup parlé dans ce tournoi, dans cette CAN-là. On l'a vu encore, lors du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On a vu lors du match entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Ouais. Donc on se dit que normalement, logiquement, ça devrait pouvoir historiquement passer pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, n'oublions pas que ces Maliens-là, lorsque nous avons joué un match amical contre eux il y a quelques temps au stade de Bimpe, ils nous menaient 1-0. Et que, bon, à cause des conditions météorologiques, on avait dû arrêter bien évidemment le match. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire, pour le coup, doit il y avait 0-0, non? Voilà. Mais pas on était à 0-0. Ouais, on était à 0-0. Oui, c'est nous-mêmes qui dominions le match. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il y a eu un match où il y a eu... On pense même que la pluie les a sauvés. Non, c'était le match où on menait, le dernier match, je crois qu'on menait, enfin, il menait et on a retiré. Voilà, bon, ok. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, enfin, sur cette résurrection-là, avance vraiment, avance cachée. Avec humilité. Sans pression, beaucoup d'humilité, justement. Patrick, dites-nous, pour qu'un match comme celui qu'on va livrer samedi soit plié rapidement en faveur de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ferait la différence, selon vous? Vous parlez de Jean-Michel Seri, qui a été brillant contre le Sénégal, mais c'est aussi parce que le Sénégal a été un petit peu attentiste et n'a pas densifié son milieu de terrain. Contre le Mali, ce qui est dangereux, c'est que le Mali, c'est une équipe qui est beaucoup plus, à mon avis, mordante au milieu que le Sénégal. d'Aliou Cissé qui donnait l'impression plutôt de vouloir juste tenir le 1-0 et pas beaucoup pousser son avantage. Donc ça va être autre chose. Est-ce qu'on ne va pas avoir un retour de Franck Kessié? Je n'en suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Je pense que surtout que Emers Faé ne veut pas devenir prévisible. Il sait qu'il n'a que 4 ou 5 matchs. 4 en fait. Donc là, ça va être le deuxième. Si tout va bien, il en aura 4, sinon ça s'arrêtera avant. Donc je pense qu'il ne veut pas devenir prévisible et qu'il va coller au maximum au dispositif de son adversaire pour le déjouer. Il va essayer de jouer un peu au maître tacticien. Et le Mali, c'est une équipe plus rugueuse et accrocheuse au milieu que le Sénégal, qui a des joueurs un peu vieillissants. Patrick, je veux qu'on reste quand même sur votre analyse. Est-ce que ce n'est pas dû aux conditions de son arrivée? Parce qu'il arrive en plein tournoi. Est-ce que finalement, est-ce que c'est une tactique où il est obligé quand même de ne pas être trop dans une... Il n'a pas d'équipe type, on va dire. Oui, et surtout, ce qui est intéressant pour lui, c'est que la défaite écrasante subie contre la Guinée équatoriale remet tout à plat. Il peut faire tous les choix qu'il veut. Aucun joueur va dire « Ah non, moi, il faut absolument que je joue ». Il peut leur dire « Attendez, vous avez pris 4-0, c'est pas vous qui décidez, là. Il n'y a plus de statut ». Donc ça lui donne la possibilité de vraiment moduler les choses, de faire vraiment de régler les choses finement, peut-être en faisant des petits ajustements et
Le problème de Jean-Louis Gasset, c'est qu'après la défaite en Zambie en juin dernier, on lui a fait comprendre qu'il fallait rapidement trouver une équipe qui tenait la route. Il a cru la trouver, il s'y est tenu. Et il n'a pas beaucoup fait évoluer les choses et fait d'adaptation tactique. Et Faé, au contraire, il a une approche plus humble et pragmatique et il va se dire, enfin je l'espère et je pense que c'est ce qu'il va faire, il va essayer de coller au maximum aux adversaires pour les déjouer. Et le Mali, c'est pas évident au milieu. Hein. Vous avez des Amadou Haïdara, des Mohamed Kamara de l'AS Monaco qui sont des joueurs de Ligue des Champions. Hein. C'est des gros joueurs. Le Sénégal, ce sont de très bons joueurs, mais c'est plutôt des joueurs un peu vieillissants ou inexpérimentés comme Pape Matar Sarr. Là, vous avez on va dire des tauliers, des briscards hein, au Mali. Donc ça ne va pas être simple, mais moi je pense que la Côte d'Ivoire, en plus avec l'aide du public et ce 12e homme-là, a toutes les chances pour battre le Mali. Mais ne pas croire que ce sera simple, vraiment. Élisée, ne pas croire que ce sera simple. Est-ce que vous validez? On pourrait peut-être arriver au tir au but selon vous, ou on pourrait faire la différence avant? Non, mais je pense qu'il faut déjà se référer au match précédent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On va déjà sur 2012. 2012, où on a joué contre le Mali. Toutes les rencontres que la Côte d'Ivoire et le Mali était toujours joueur. Et le Mali a toujours pratiquement dominé, hein, quand tu regardes un peu les tendances. Je lui ai dit que le déclic est venu d'un coup de génie en 2012, on se rappelle, de cette chevauchée de Gervinho de près de 60 mètres. Une erreur de Berthet. Voilà, de 60 mètres pratiquement pour aller loger le cuit dans les filets. On se rappelle encore en 2019, en Égypte, sur un exploit pratiquement de Zaha, qui finalement vient nous sortir d'une situation qui était plus ou moins difficile. Donc on pourrait revivre le même scénario selon vous? Mais c'est possible, parce qu'en fait le Mali, comme je le disais, c'est l'une des équipes les plus joueuses du tournoi. Parce que c'est une équipe qui évolue pratiquement ensemble depuis près de 6-7 ans. Pour la il y a eu la formation. Et voilà la formation. Et vraiment, c'est une équipe qui se retrouve dans les couloirs. C'est pourquoi je disais que l'enjeu, ou du moins le jeu, se fera au niveau du milieu du terrain. Il faut qu'au niveau de celui qui remportera la bataille du milieu du terrain a de fortes chances de remporter le gain du match. Et je pense que Faye MS, qui est un technicien aguerri avec qui le sait très bien, et certainement, il saura faire les choix qu'il faut. Le parallèle est intéressant puisque le Mali, aujourd'hui, bénéficie du travail de l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, technicien dont la Côte d'Ivoire avait bénéficié à l'époque des années 2000 et de celle d'Emers Faé et Guy Demel. Donc, il y a toute une sorte de jeu en miroir là-dedans, dans ce match, qui est très intéressant à suivre. Absolument. Et, comment est avec vous? Parce que vous êtes un homme du peuple, vous défendez des causes. Est-ce que vous pensez que votre peuple-là, il va se déplacer un peu sur Bouaké, il va prendre d'assaut la capitale de Béquer? Comment vous voyez justement l'apport de ce 12e homme dont parlait à l'instant Patrick? Mais ça s'impose. Les Ivoiriens sont des mordus de football. Ça s'impose, mais ça peut être juste une espérance. Ah non, du tout. Il n'y a qu'à voir simplement les premières rencontres où la Côte d'Ivoire même n'évoluait pas sur le stade de Bouaké. Les Ivoiriens à Bouaké se sont déplacés comme un seul homme, ont rempli le stade, ont fait vraiment le show, comme on le dit chez nous. Ils ont donné de l'ambiance, ils ont donné de la voix. Les Ivoiriens aiment le football partout où ils se trouvent. Et je puis vous certifier que le samedi, c'est comme un seul homme qu'ils se retrouveront derrière leur équipe. Mais au-delà de cet aspect des choses, je voudrais dire qu'au niveau des statistiques, il ne faut pas perdre de vue que sur les 20 dernières rencontres, que nous avons eues avec cette nation frère de football, mais chaque fois, nous les avons battus. Donc, il y aura sans doute une exception. Est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir une exception qui va arriver cette année? J'aimerais que ça arrive le plus tard possible. Vous le disiez tantôt, sur les 5 dernières années, nous avons remporté le plus grand nombre de matchs. Sur les 5 derniers matchs, Oui, les 5 derniers matchs. Donc, il n'en demeure pas moins de rappeler que chaque match de football présente une nouvelle physionomie, à sa vraie réalité. Mais il n'en demeure pas moins aussi de rappeler qu'en tant qu'Ivoiriens, eh bien, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire l'emporte, mais cette fois-ci de la plus belle manière, comme nous l'avons fait gagner, avec le c'est Sénégal. gagner. Hein, on reste un peu Christelle. C'est vrai qu'une victoire, c'est une victoire. Hein, franchement, une victoire, c'est une victoire. Il faut quand même commencer à s'interroger. Cela, Julia va intervenir dedans. Ce 12e homme dont on parle, parfois j'ai le sentiment qu'il n'est pas un atout, parce que j'ai le sentiment que les supporters sont plus dans la plainte et la complainte que dans... Parce que vous allez nous dire, partagez-nous votre expérience. Est-ce qu'on supporte vraiment, surtout dans les moments faibles, est-ce qu'on est en train d'encourager les joueurs? Vous nous donnez votre avis là-dessus, et puis Julien va nous donner son expérience en la matière. En tout cas, le public ivoirien, il est assez particulier dans sa façon de supporter.
Quand c'est bon, allez, ben, tu sens, c'est vraiment les hurrahs, on envoie tout, mais quand c'est compliqué, mais c'est un silence comment dire, de cathédrale, carrément, quand on se dit, ce public-là devait être la 12e énergie, sinon la première. Tu vois, surtout dans les moments qui sont difficiles. Mais les Ivoiriens, dès qu'il y a des moments difficiles, allez, on commence à se plaindre, on commence à rouspéter, etc. etc. C'est un public assez particulier. Alors justement, Patrick, vous réagissez là-dessus. Comment on arrive à, même quand ça ne va pas, à supporter, à crier? Je pense que c'est l'apanage des grandes équipes au niveau européen. Le Nigeria, par exemple, est très particulier en la matière. Bon, le Nigeria, eux, c'est voilà quoi. Ça supporte, on connaît le mur jaune à Dortmund, on connaît le Walker Loan. Et là, on a quand même des supporters que nous trouvons parfois un peu apathiques. Y compris les Comment, Julliard, Patrick, vous jugez ça? Et est-ce que ce n'est pas parfois un handicap alors que ça devrait être un atout? Moi, je crois que le public ivoirien est un public passionné, vraiment. C'est un pays de football, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais je pense que les Ivoiriens aiment aussi l'esthétique. Ils aiment Les Camerounais, ils se satisferont de gagner 1-0 sur un but contre son camp de l'équipe adverse. Ils seront très contents parce que c'est le continent qui a gagné. Les Ivoiriens, ils aiment bien que l'équipe joue bien en plus. Parce que la Côte d'Ivoire, ça a toujours été un football chatoyant, avec des techniciens exceptionnels, comme des joueurs comme Gervinho. Et avant lui, il y a eu Abdoulaye Traoré, Aruna Dindan et ces joueurs-là, qui sont des joueurs spectaculaires, pas juste efficaces. Et ça, et puis Drogba, c'était aussi un joueur qui était charismatique et qui avait établi une relation forte avec le public. Donc ça, ils veulent ça, les Ivoiriens. Le résultat ne leur suffit pas. Et je pense que la réserve qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ont parfois l'impression que les joueurs ne leur donnent pas assez à ce niveau-là. Et moi, je l'ai parfois ressenti, en parlant avec des gens autour de moi, depuis que je suis à Abidjan, je l'ai ressenti parfois ça. Ils sont assez exigeants sur le contenu, en fait. Bien sûr. Peut-être plus que dans d'autres pays où le résultat et la victoire priment sur le reste. Très bien. Je pense qu'on va forcément, André, pour ce qui va se passer samedi, on sera au résultat, c'est clair. Que le Mali marque contre son camp, c'est une victoire de la Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est des matchs couperés. Oui, très pragmatique. Non, mais d'ailleurs, il faut souligner que la Côte d'Ivoire n'a pas battu le Sénégal. La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal au tir au but. C'est un but partout. C'est un but partout, bien sûr. Ça, c'est vraiment une nuance. Il n'y a eu qu'une victoire contre la Guinée-Bissau. Une nuance qui est importante. Commençons à sortir justement de ce match de Côte d'Ivoire où on voit des confrontations autour de la Côte d'Ivoire pour parler globalement de cette CAN. On va revenir sur cette surprise, enfin disons surprise parce que quand même c'est un demi-finaliste il y a moins d'un an, enfin un peu plus d'un an, cette équipe du Maroc était demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce fameux niveau du football africain qui est en train justement de complètement s'aligner que nous observons là? En fait, la CAN est une... Et puis après, on passe à... Ok, d'accord. La CAN est une compétition assez spéciale et particulière à la fois, qu'il faut aborder avec ses spécificités et tout. Le Maroc, oui, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Voilà, le Maroc est venu en espérant justement gagner un trophée qui le fut depuis 76 ans. Sauf que là, ce qui s'est passé, je crois que particulièrement pour ce match-là contre l'Afrique du Sud, il y a par exemple un créatif qui n'était pas là parce qu'il était blessé, en l'occurrence Hakim Ziyech, on connaît son apport. Et puis il y avait aussi quelqu'un qui avait marqué le but qualificatif pour la Côte d'Ivoire. Exactement, il est sorti derrière sur blessure. Et il y a aussi eu Sofiane Boufal qui est aussi blessé. Donc ça, il faut le mettre aussi dans la balance, c'est très important. Quand on suit les conférences de presse de Walid Regragui, quand il arrive, il dit attention, nous on sait une chose, le Maroc jamais ne gagne dans les pays subsahariens. Donc on vient vraiment avec beaucoup d'humilité. Parce que le mondial, oui, on s'est enflammé, tout le monde, le Maroc était devenu pratiquement l'Afrique, mais là c'est une autre compétition avec évidemment ses réalités. Moi, ce que j'ai aussi constaté pour ce match-là contre l'Afrique du Sud, le Maroc
a joué, même si on sait qu'il y avait ces créatifs-là qui manquaient, petit bras. Et il était très timide dans les premiers instants du match. Parce qu'il Le avait temps plus de tous se ses réveiller, atouts. voilà, le temps de se réveiller, c'était déjà trop tard. Et puis aussi le pénalty manqué Ah oui, justement, par l'ami ouais. Achraf Oui. Hakimi, ça aussi, ça a desservi au Maroc. Justement. Mais j'ai vraiment apprécié, pour terminer, l'attitude de Walid Regragui en conférence de presse qui dit, tiens, il a dédouané carrément tous ses joueurs. Oui, il dit qu'il assumait la responsabilité de cette défaite-là. Patrick, dans un match pareil, à pression haute, à résultat, élimination directe, comment est-ce que le joueur choisi pour le penalty part, il rate, et c'est toute une nation qui est en pleurs? Oui, mais ça montre aussi que finalement la victoire éventuelle du Maroc ne tenait à pas grand-chose quand même. Si on s'en remet à un penalty, c'est que on n'a pas fait le nécessaire avant pour l'emporter à la régulière. Et moi, cette équipe du Maroc, je trouve qu'elle est bien constituée, elle est cohérente. Regragui fait du très bon travail, il y a des superbes joueurs. Mais la plupart ne sont pas arrivés en forme à cette Coupe d'Afrique. Au Mondial 2022 au Qatar, ils étaient en super forme et dans un contexte du Moyen-Orient qui est plus proche du leur, qui est plus proche du Maroc Donc l'environnement ou et même tout. de l'Europe où évoluent les joueurs. Là, en Côte d'Ivoire, en plein mois de janvier, quand vous jouez aux Pays-Bas ou en Espagne ou en France, c'est un changement déjà de climat. Et puis, beaucoup ne jouent pas en club ou jouent peu. Azzedine Ounahi, il joue très peu à l'Olympique de Marseille. Sofiane Amrabat, il joue pas beaucoup, depuis peu de temps à Manchester United. Et finalement, à part Achraf Hakimi qui a tiré le penalty et Naïef Aguerd en défense centrale, les autres ne jouent pas. Ou s'ils jouent, certains sont partis en Arabie Saoudite. En termes de rythme, ce n'est pas l'Europe du tout, c'est beaucoup moins exigeant. Et puis, En-Nesyri, c'est un bon attaquant, mais s'il n'a pas de ballon, il ne va pas marquer le but. Ce n'est pas un attaquant qui va décrocher au milieu et se créer des occasions tout seul. Il faut qu'il soit servi. Et tout ça, il y a eu trop peu. En fait, le Maroc n'a pas fait vraiment un mauvais match, mais ils en ont fait trop peu. Et j'ai trouvé que, plus globalement, depuis le début de cette CAN, ils piochaient en fin de match. Ils n'avaient pas, à mon avis, 90 minutes dans les jambes. Ils avaient 1 heure, 70 minutes, et contre la Zambie, rappelons-le, le Maroc gagne, mais sur la toute fin de match, tous les Ivoiriens ont tremblé parce que la Zambie poussait et mettait vraiment en danger le Maroc. Absolument. Et donc, ils n'étaient pas en maîtrise totale. Total. Alors, Élisée, on voit que là, on parle des surprises, le Maroc qui tombe. C'est la Coupe d'Afrique, là où on se retrouve d'une édition à une autre avec aucun des quarts finalistes qui étaient déjà qualifiés la saison dernière. Pour vous, c'est vraiment la Coupe d'Afrique des surprises? Bon, ouais, peut-être surprise, mais je parlerai du dynamisme du football africain qui aujourd'hui quand même est en train de, s'étendre sur l'ensemble du continent. Si c'est vrai que par le passé, il y avait certaines parties du continent qui avaient cette hégémonie-là sur le football, aujourd'hui, on se rend compte effectivement que, je dirais, toute la surface du continent aujourd'hui, il est pratiqué du football. Parce que ne retrouver aucun des quarts finalistes à cette partie, on se rend évidemment compte que les progrès se font au niveau des uns et des autres. Ce n'est pas parce que ceux qui ne sont pas là ont été certainement mauvais, mais je pense que c'est parce que ceux qui sont là aujourd'hui ont remonté un peu le niveau, ils sont allés chercher. Et c'est, comme je le disais, symptomatique de ce que le football africain est en train de prendre des couleurs. Alors justement, parler de monter le niveau, on est surpris de voir la Mauritanie, qui représente un peu l'Afrique du Nord, à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce qui a fait justement la différence pour la Mauritanie? Patrick et ensuite Marius. C'est évident, c'est l'arrivée d'Amir Abdou aux commandes de l'équipe nationale. C'est un entraîneur qui avait déjà réussi à sortir du néant les Comores, à monter pratiquement de toutes pièces une équipe nationale. Petit à petit, elle est devenue compétitive. Elle a fini par se qualifier par la CAN et il l'a emmené en 8e de finale en battant le Ghana dans un match héroïque. Voilà. Même si le Ghana, on l'a vu, c'est plus le Ghana des années 2000, mais malgré tout, c'est une référence. Et puis, il refait la même chose. La Mauritanie s'était déjà qualifiée 2 fois, mais avait à chaque fois fait des résultats médiocres, surtout en ne présentant pratiquement rien d'intéressant dans le contenu. Et là, il a décomplexé cette équipe. Il est allé aussi un peu ajouter des joueurs binationaux de la diaspora pour améliorer certains postes. Et la mayonnaise a bien pris, comme on dit. Et là, contre le Cap-Vert, la Mauritanie peut s'en vouloir parce que c'est elle qui a les meilleures occasions en début de match. Elle ne concrétise pas ce temps fort et elle se fait bêtement avoir en fin de match sur une énorme erreur défensive
qui a rendu foudrage d'ailleurs Amir Abdou, je peux vous en assurer. J'étais dans les couloirs du stade avant qu'il entre en conférence de presse, on l'entendait un petit peu pester contre ce qui s'était passé, pas forcément ses joueurs, mais contre les erreurs, l'enchaînement des faits, quoi, cette défaite vraiment rageante. Mais oui, la Mauritanie, c'est aussi un pays qui s'est bien structuré au niveau des championnats locaux. Je voudrais vous poser la question, est-ce que finalement, ce qui se passe au niveau local, parce qu'on a tendance à espérer avoir beaucoup de professionnels dans les grands championnats européens, est-ce qu'il y a une tendance qui est en train de s'inverser? Est-ce que ce n'est pas plus un travail justement dans les championnats locaux qui peut donner à l'équipe nationale sa force? En fait, c'est comme pour faire avancer une mobilette, il faut un mélange. Là, c'est pareil. Il faut vraiment que toutes les branches de l'arbre aillent au tronc de l'équipe nationale et qu'on n'en coupe pas une au profit d'une autre. Et il ne faut pas surtout toujours opposer les uns et les autres. Bon, les binationaux, la législation, enfin, les règles FIFA font qu'on peut y recourir, donc autant le faire intelligemment en s'assurant surtout que le joueur ait du patriotisme, qu'il ne vienne pas là juste en mercenaire, juste pour son statut pour le mercato, mais qu'il vienne vraiment parce qu'il a une volonté de s'engager. Et on voit ce qu'a fait Geoffrey Kondogbia en allant jouer pour la Centrafrique, par exemple. Ça, si on n'est pas un minimum engagé, si on n'a pas un minimum de patriotisme, on ne le fait pas. Donc, mais à cette réserve près, les deux, ça fonctionne sur deux moteurs, en fait, binationaux et locaux. Très bien. On ne peut pas vous laisser partir, Patrick, sans quand même qu'on évoque l'expérience. Vous êtes à votre quatrième CAN, vous? C'est ma 8e sur place, mais après, ça doit être ma 11e Est-ce qu'on est global. fanfaron quand on dit que c'est la plus belle CAN jamais organisée ces dernières années? En tout cas, je ne sais pas si c'est la plus belle, parce que déjà, elle n'est pas finie, donc je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Déjà, ce que vous observez dans l'organisation. Mais pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Comme on dit, je ne pourrais pas assurer que c'est la plus belle, parce que c'est toujours un petit peu... Bon. C'est la plus hospitalière. Alors sur ça, il n'y a rien à dire. Les Ivoiriens nous accueillent extrêmement bien. Sur l'organisation, de toute façon, la CAN progresse déjà. Le Cameroun était en progrès. C'est ça. Donc ça continue de progresser parce qu'il y a des exigences qui sont de plus en plus fortes et qui mettent les pays organisateurs à de plus en plus rude épreuve à ce niveau-là. Et puis le pays, moi, je ne dis pas ça pour faire plaisir, mais je trouve qu'on est très bien accueillis, que c'est un pays surtout de bons vivants, de gens qui aiment aller vers les autres, qui sont ouverts. Vous avez un mot à dire sur l'affluence au niveau des stades? Oui, alors, ça, ce serait intéressant. Ça, c'est peut-être un des petits points noirs quand même, c'est qu'à mon avis, les organisateurs, que ce soit la CAF ou le COCAN, ont un petit peu trop copié le modèle européen où on fait des ventes très en amont de l'événement avec des achats par Internet. Je pense que les gens ici, alors ce n'est pas du dénigrement des Africains, mais on vit un peu plus au jour le jour qu'en Europe. Oui, bien sûr, c'est une culture aussi. Voilà. À certains moments. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter à l'avance des places. Il faudrait qu'il y ait davantage de points de vente physiques avec des ventes réservées au dernier moment. C'est ça. Alors, ça suppose une logistique pour gérer les points de vente et que ça soit efficient, qu'il n'y ait pas de la cohue et du désordre. Mais il faut adapter un peu la billetterie aux réalités locales. Ça, c'est bon. Permettez, on va parler un peu avec Juillard avant de terminer cette émission sur les spécificités que vous avez pu observer en Côte d'Ivoire. Hier, on recevait, ou avant-hier, on recevait quelqu'un qui nous parlait de la digitalisation. Et beaucoup sont venus nous parler des outils mis à la disposition de ceux qui allaient venir. Est-ce que tout ça, ça a servi vraiment? Est-ce que tout ce qu'on a mis en place, ça vous a aidé dans l'organisation, les applications, à quoi bat ceci? Est-ce que tout ça, ça a servi vraiment? C'est bien qu'on entende quelqu'un qui... L'application qui m'a le plus servi, c'est une application pour trouver un taxi. Je ne citerai pas ici. Oui, bien sûr. Non, moi, ce que j'ai trouvé bien fait, c'était les renseignements pour trouver les différents lieux. Et puis, on était toujours bien pris en main par les volontaires, par donc les personnels embauchés, je pense, par le COCAN. Ils étaient aux petits soins pour nous. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire. Après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était que cette CAN servait à mettre en avant des initiatives. J'ai vu... Vous avez vu quoi, par exemple? L'organisme Aquaba contre le harcèlement des femmes. Ah oui, juste la Marée Orange. Ils sont justement derrière vous. Et tout à l'heure, on recevra Madame Danielle Cicely Degoué. Voilà. Donc tout ça a été très intéressant.
J'ai pas dit le bon nom, hein, c'est pas exactement Aquaba, c'est un nom plus complet qui m'échappe maintenant que je suis en direct. Et tout ça est très intéressant je pense, pour mettre... La CAN sert un peu de vecteur pour sensibiliser les gens à différentes causes. Et puis j'ai bien aimé aussi les fan zones, quand même, les villages Cannes, parce que ça met un peu de l'effervescence au cœur des quartiers, même sur des matchs qui ne sont pas ceux de la Côte d'Ivoire. Donc ça permet de diffuser l'esprit Cannes un peu au quotidien. Tiens, le mot est lâché, l'esprit Cannes, et on va le garder. Alors on va faire juste une petite pause, Patrick. Juste après, on parlait de la marée orange, on recevra Mme Danielle Cissé-Lidegwe pour cette campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. À tout de suite. La période est historique pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en pleine Cannes, la Cannes 2023. Et tout le pays est bien sûr mobilisé pour la réussite de cet événement qui, de notre point de vue, du point de vue de Patrick Juillard, est une belle organisation. Beaucoup s'impliquent, nous aussi, nous sommes très contents d'en débattre avec vous tous les soirs, ici même de 19h à 20h30. La deuxième partie de notre émission est arrivée et nous avons donc justement une invitée sur ce plateau. Exactement. Nous avons donc la présidente de l'ONG Bloom, porte-parole de la plateforme Marée Orange. Il s'agit de Mme Danielle Lidegwe, épouse de Cissé Bakongo. Merci d'être là. Hier, André, on en parlait, je pense que la semaine d'avant avec Ghislain également, Koulibaly, on parlait un peu de ces donc, campagnes pour les violences, contre les violences basées sur le genre pendant cette CAN. Et ça tombe bien. Et vous n'êtes pas seul. La Marée Orange, les représentants de la Marée Orange sont là. Est-ce qu'ils peuvent s'applaudir, s'il vous plaît? Merci pour ce combat que vous faites pour parler donc des violences basées sur le genre pendant cette CAN-là. Est-ce que vous avez eu justement le nez creux en se disant il faut qu'on fasse ce genre de campagne pendant cet événement-là? Oui, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur cette thématique. Il faut dire que parler de la CAN, on parle là de mouvement de personnes, un mouvement important de personnes, mais aussi de montée d'adrénaline, de surchauffe, d'émotions, etc. Et ce sont des moments qui sont dits favorables justement à l'avènement de ce type de violence. Donc pour nous, vraiment, c'était l'occasion, vu que nous parlons aujourd'hui de la CAN de l'hospitalité, on parle de la meilleure CAN, il faut qu'elle soit belle de bout en bout, parce que nous accueillons des peuples frères à l'intérieur de notre pays. Il y a donc des hommes et des femmes. Il faudrait, pour veiller à la protection de ceux-ci, pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Pas parce qu'on présume qu'il y aura forcément des violences, mais autant prévenir que guérir. Très bien. Juillard, Patrick, vous qui êtes juste à côté donc, de la présidente de la Fondation et de l'ONG Bloom, vous découvrez justement une Coupe d'Afrique avec beaucoup d'à côté. Et cet à côté-là particulièrement vous a intéressé vous aussi. Absolument, parce que ma voisine de plateau a raison de dire que la CAN sert d'amplificateur et de caisse de résonance. Si on a des messages à faire passer, on sait que les projecteurs médiatiques sont en ce moment tournés sur votre pays, la Côte d'Ivoire. Donc c'est le moment de faire ces sensibilisations. Et j'ai rencontré des personnes du centre Aquaba Mousso dans la commune de Cocody à Abidjan. Voilà, le nom, j'avais écorché leur nom, donc je préfère le donner en entier. Et c'est un centre qui peut accueillir des femmes qui ont été victimes de harcèlement, qui mène des actions de sensibilisation, qui explique les bonnes pratiques à tenir en cas si on est témoin d'une scène de harcèlement, comme celle dont on a parlé. Par exemple, si une personne vous force à donner un numéro de téléphone alors que la femme... On parlait hors antenne, pendant la pause journal. Mais on dévoile tout ici. Oui, bien sûr. On ne cache rien aux spectateurs. Et donc, effectivement, si une femme ne souhaite pas donner son numéro à la personne qui lui demande, on n'a pas à insister. Mais ça, c'est très bien. Je vous arrête là-dessus, mon très cher Patrick, pour permettre à la présidente de commencer quand même à nous caractériser, parce que le grand public est très souvent ignorant, de caractériser tout ce qui peut relever d'un forcing, de harcèlement, parce que parfois ils vont dire « Ah non, vous êtes trop… » Au fond, quelles sont les bonnes attitudes à avoir ou bien les attitudes à ne pas avoir finalement? Bon, je pense que parler déjà des violences basées sur le genre ne se limite pas qu'au harcèlement. Très bien. Mais il faut juste noter un seul principe, c'est le principe du consentement. Parce qu'on peut avoir une attitude qui ressemble à un harcèlement, donc à un forcing, à une pression
opérer sur une autre personne sans son consentement. Mais avec le consentement de celle-ci, on ne peut plus parler de violence. Justement, voilà. Parlons un peu de ce qui s'est passé avec notre cher ami Anselme lors de ce match Côte d'Ivoire-Sénégal. Cette image captée par un caméraman qui... la caméra officielle de la compétition, voilà, qui a présenté cette image-là au monde entier. Certains diraient que l'homme était juste en train de charrier. Mais quand on se place sur le point de vue d'un défenseur des droits de la femme, on parle d'harcèlement. Comment est-ce qu'on peut bien expliquer pour que les uns et les autres comprennent jusqu'où il ne faut pas aller pour que la femme se sente harcelée? Merci beaucoup. Il faut le dire, hein, pendant nos différentes campagnes, surtout pendant la marche, on a eu à émettre des slogans, notamment le fait ton gourmet footballistique, ce n'est pas la femme. Dans l'autre sens, on va dire que ta joie ne doit pas résonner sur mon corps. C'est clair. Voilà. Donc, parler de match, de compétition footballistique relève aussi de l'adrénaline, de tout ce qui va avec et tout ça. Et souvent, nous avons des attitudes ou des réactions démesurées. Dans le cas d'espèces dont on parle là, on voit nettement un homme qui est très en joie, certainement à la suite d'un but, et qui l'exprime sur sa voisine immédiate. Voilà, sur sa voisine immédiate. Et là, tout de suite, quand on regarde, sans aller dans le fond, on voit la gêne qui est exprimée sur le visage de cette voilà, et par un mouvement de corps, un rejet, etc. Donc, du coup, là, on peut parler de harcèlement parce qu'il y a insistance contre la volonté de celle-là qui l'a subi. Voilà. À quel moment on fait la différence entre la plaisanterie dans ce genre de situation? Il voulait charrier et le point de « attention, je suis en train d'être harcelé ». Mais c'est quand il y a tous ces attouchements indésirés. Parce qu'on peut exprimer sa joie sans tripoter. Corps, bien sûr. Voilà, tu es là, tu sautes, comme ça s'est fait, on le voit sur les stades. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui se roulent dans les marches, qui commencent à danser. Ça, c'est l'expression de la joie. Mais à me faire un bisou parce que tu es trop content, mais attendez, je ne suis pas ton punching ball. Ou voilà. Je pense à Élisée, justement, qui a une question forcément à Mme Messi. Oui, non, moi je comprends ce qu'elle dit, hein, mais en même temps aussi, je crois que, pas que je veux justifier, mais je pense aussi que quelque part aussi, peut-être qu'il faut que dans les deux sens, c'est-à-dire autant chez la femme qu'au niveau de l'homme, on puisse quand même aussi être clair. Quand par exemple, on est dans un stade de foot, c'est vrai, plusieurs personnes m'ont déjà interpellé que ça allait envoyer problème, mais il faut que je pose la question. Et qu'on est en face des personnes qui sont pratiquement dans des tenues dévêtues à moitié nues, est-ce que ça, c'est pas aussi une violence quelque part qui est faite aux téléspectateurs qui viennent suivre un match de foot au regard des hommes? Oui, une violence qui est faite. On va bien comprendre, Élisée. Élisée, soyons clairs. Oui. Soit vous nous parlez d'un habillement qui est vraiment, je dis que attentatoire, qui est attentatoire à la bonne heure. Donc on est dans quelque chose de complètement légal. Ou vous parlez de la mesure d'un homme qui juge qu'une femme n'est pas habillée à son goût et il fait n'importe quoi. Parce non, pas un homme qui juge. Je dis qu'on est tous unanimes sur... C'est quoi la limite, Élisée? Ouais, c'est quoi? Parce que moi, si je juge que... Voilà, parce que si elle n'attend pas la pudeur, que la police ne l'a pas arrêtée, c'est quoi le problème d'un gars qui va juger qu'elle est bien habillée ou n'est pas bien habillée? Ok, d'accord, j'y arrive. C'est vraiment ça le fond. D'accord, je comprends ton fond. Mais je voudrais que... Je comprends parfaitement ton fond, mais je voudrais que la présidente dise, est-ce que ce que je suis en train de dire peut s'entendre? C'est-à-dire que quelqu'un, c'est vrai, peut-être comme le dit, ça peut être mon ressenti, ça peut être quelque chose que j'entends. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque part violé? Ça peut ne pas être d'un stade, ça peut être dehors. Quelqu'un qui vraiment a des tenues qui sont attentatoires à la pudeur, comme il le dit. Est-ce que ça, c'est pas aussi un acte de violence quelque part? Alors, avant qu'elle ne réponde, c'est quoi une tenue attentatoire à la pudeur? Bon, moi, je vais être plus clair. Oui, Marius, allez-y. Est-ce que vous trouvez normal que pour venir regarder un match de football d'une telle envergure, une jeune dame, quelle qu'elle soit, elle puisse se mettre dans des tenues
vraiment qui dessine l'entièreté de ses rondeurs et qui pousse l'individu à se détourner du match qu'il regarde pour se cantonner que sur ses rondeurs. Et tout le on va permettre à nos deux invités, parce que c'est un débat, si on fait le débat entre nous... c'est attentatoire. Attendez, si on fait le débat entre nous, Christelle, et ceux qui ont cette option, on va permettre à notre invité et à Patrick de répondre à ça, de nous donner leur avis. Déjà, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la femme ne doit pas avoir honte de ses rondeurs. Et ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute à la femme d'avoir des rondeurs. Merci. Donc, on peut mettre un jeans, un pantalon et avoir ces formes qui vraiment sont dessinées. On n'y peut rien. À ce niveau-là, moi, je veux d'abord dire que la femme a le droit de se vêtir tel qu'elle le souhaite. Il y a des hommes qui se rendent sur des stades et qui portent des pantalons qui descendent jusque-là, et ils ne sont nullement harcelés par qui que ce soit, ni par une femme, ni par personne. Donc, de base, une femme, elle a le droit de se vêtir telle qu'elle le souhaite, sans pour autant être la cause d'un viol ou d'une agression sexuelle ou d'un harcèlement. C'est pas ce qu'on dit, juste. Est-ce que ça ne mérite pas les applaudissements? Il y a un peu dans l'émission de l'instant. Voilà, parce que avant de revenir, avant de chuter sur un autre point de cette question, souvent, même dans nos campagnes de sensibilisation en dehors de la CAN, puisque la CAN, c'est un événement ponctuel, quand nous partons en sensibilisation en zone rurale, il y a des personnes qui se choquent, par exemple, de voir une jeune fille porter une mini-jupe. Nous ne sommes plus à un siècle, je ne sais pas. Aujourd'hui, une jeune fille peut porter une mini-jupe, être correctement habillée dans cette mini-jupe et ne pas se faire violer. Même sur nos lieux de service, nous voyons des dames qui portent des tailleurs à mini-jupe qui se font violer du fait qu'elles aient pour cause d'avoir porté une mini-jupe pour pouvoir distraire ou inciter le mal face à elle, justement, de poser cet acte de viol. On ne justifie aucun acte de violence sexuelle par rapport à l'accoutrement d'une dame. Ce que nous, on prône, par contre, c'est la mesure. On sensibilise la femme à se protéger d'abord. Parce que nous savons déjà que la saison est favorable à une agression vis-à-vis de la femme qui elle-même est déjà dite faible ou bien plus touchée par ce vulnérable, merci, plus touchée par ce fléau. Donc pendant nos campagnes, nous exhortons les femmes à aller sur le terrain et à se vêtir de jean. Et c'est ce qu'on dit aux femmes. Va au terrain, va exprimer ta joie, tu as le droit d'aller supporter ton équipe et d'aller justement regarder ton match, mais essaie de t'habiller correctement, de sorte à pouvoir toi-même te protéger du prédateur qui, lui, n'attend que la petite erreur ou la petite montée d'adrénaline pour te jeter là-dessus. Parce qu'en réalité, il est prédateur et il y a des moyens qui lui facilitent la tâche. La tâche, tout simplement. Surtout, on a toujours le discours de l'inversion de la charge de la preuve. Quelqu'un qui va agresser une femme, voire, dans le pire des cas, la violer, va toujours dire... Oui, mais sa tenue m'a fait penser que... Et chez certains, c'est presque... finalement, elle l'a bien cherché. Et ça, c'est insupportable. Ah, bien sûr, totalement. Même la femme habillée de la façon la plus provocante qui soit, elle ne doit pas ni être harcelée, ni être violée. Exactement. Et c'est à elle de décider à qui elle veut parler, à qui elle va laisser entrer dans son espace privé et éventuellement laisser son numéro. Et voilà. Donc il faut simplement que l'homme se tienne, tout simplement. C'est de la bonne éducation. Exactement, tout simplement. Qu'il essaie de dompter son instinct. Ses pulsions. Voilà. Ses pulsions, c'est très important. Et Élisée, avant de continuer, c'est juste dire que comme Mme Cissé Bakongo le disait, les femmes africaines ont des formes. Voilà. Et ça, on ne peut pas les jeter, on n'a pas acheté, on a des formes. Les hommes aussi ont des formes. Je suis en train de parler des femmes. Donc, même dans un jean le plus cadenassé, les formes apparaîtront. C'est clair. Donc, prière, vous concentrez sur le match, les 22 joueurs sur le terrain, boire votre eau et attendre des buts. Non, je pense qu'en fait, on ne m'a pas compris. Non, on ne va pas revenir au sujet. Non, oui, je suis d'accord, mais ce n'était pas en fait le... Non, parce que tel qu'expliqué, je pense quand même qu'il y a un amalgame. Il faut quand même il y ait des précisions pour ne pas qu'on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. Je ne suis pas en train de dire que parce qu'elle a porté des trucs, donc du coup, elle invite, elle incite. Je ne dis pas ça. Je pose une question précise. Est-ce qu'on ne peut pas, en tant qu'homme, être agressé par
je dis par la tenue de quelqu'un, est-ce que c'est pas, on ne peut pas qualifier ça quelque part aussi d'une agression? Pas que je vais bondir sur la personne, mais je dis que déjà le fait de t'habiller de cette manière qui me met dans une situation inconfortable. Parce que regardez le match, pourquoi Oui, regarder la non, mais je personne? pense qu'il a raison, puisqu'on parle quand vous êtes d'atteinte à la habillé de façon pudeur. dénudée, On parle d'atteinte à la pudeur dans certains Après, cas. chacun place pas le curseur de la pudeur au même clair. endroit. Non, C'est mais toute la c'est difficulté surtout ce de que la vie en Madame société. en Cissé fait. a touché le point qu'on évoquait. L'Élysée, ce que vous êtes en train de dire, et on ne vous accuse, on ne vous soupçonne pas. Pas du Ce que tout. vous êtes en train de dire, vous êtes en train de mettre en évidence Oui. l'attentat à la La pudeur pudeur, que effectivement. pratiqueraient certaines jeunes filles. Et c'est On tout est à d'accord fait là-dessus. normal. Oui. Mais la réponse qui a été venue, c'est de dire qu'il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une raison pour vouloir se jouer je ne sais qui. Et l'attentat à la pudeur, ce n'est pas à Le vous don juan, voilà. de, on va dire, de sanctionner la personne d'une Exactement. certaine façon. La sanction Il faut se relève de la loi, concentrer, vous dénoncez la entrer, personne. voilà. Il Sur le suffit juste match. de la dénoncer. Il faut se Ah ouais, concentrer il sur le faut match. s'en concentrer sur le match. Vous avez raison. Et justement, à propos de concentration sur le match, parlons-en. Est-ce que vous, Julia, et puis après on va permettre à la présidente de réagir, est-ce que finalement le football est quand même un espace où il y a beaucoup de violence, où vous trouvez que c'est quelque chose d'assez récent, ou c'est une chose qu'on doit extirper dans le football qui dure trop longtemps? Disons qu'il y a des violences depuis, surtout en Europe, depuis le retour du public dans les stades après la période de confinement. On a vu certaines flambées de violence entre supporters de certaines équipes, des équipes où il y a des rivalités. On a vu des affaires de jets de projectiles sur des pelouses. Un Lyon-Marseille Il y a en eu, France, il y a eu tout un débat sur les sanctions. Alors, est-ce qu'il faut sanctionner les équipes sportivement ou est-ce qu'il faut sanctionner de façon disciplinaire les individus qui balancent, qui se comportent de manière inadaptée dans les stades? Moi, je pense plutôt pour les sanctions individuelles fermes que de sanctionner le sportif, qu'à mon avis, il faut sanctuariser. Mais oui, il y a des violences. Et puis surtout, le sport, le stade, c'est la fête. Et la fête, c'est un peu la négation de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que tout le monde est égal dans un stade. Que vous soyez membre du cabinet du ministre ou balayeur, si vous êtes ensemble dans une tribune avec les couleurs de la Côte d'Ivoire, si Seko Fofana marque, vous allez crier tous en même temps. Vous oubliez votre condition. Et donc, dans ces moments-là, il peut y avoir du désordre, il peut y avoir des idées folles qui passent par la tête des gens. Un homme peut se dire, je vais profiter de ce désordre pour un peu profiter de la situation, avoir les mains baladeuses, on ne va pas me voir, on ne saura pas d'où ça vient. Voilà. Mais ça, c'est un comportement évidemment à proscrire. C'est clair. Absolument. Élisée, Boloube, question ou Marius? Non, mais la question de la violence dans le milieu sportif ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, le milieu sportif enregistre beaucoup de violence. Et même dans nos propres villages, imaginez pour un simple mauvais arbitrage, les populations de villages X qui ne sont pas contents du mauvais arbitrage d'un habit X, le poursuivent, le molestent et le laissent pour mort. Non, ben écoutez, et même dans certains grands championnats en Europe, on les regarde avec les hooligans. On a vu un peu ce que ça représente, les violences, mais dans le contexte-ci, et pour revenir sur le sujet, j'avoue que je loue votre courage, je loue toute l'expertise que vous mettez en marche pour pouvoir naturellement sensibiliser vos compatriotes sur les questions basées sur les gens, parce qu'en tant que leader d'opinion, en tant que leader de la société civile, nous nous plaçons totalement en phase avec votre initiative et nous dénonçons toute forme de violence basée sur le genre. À la matière, d'ailleurs, le problème que nous avons chez nous, c'est les questions de financement. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les organisations de la société civile comme les vôtres, les ONG et autres, fonctionnent très souvent avec les moyens de bord de leurs premiers responsables. Et j'espère qu'à la matière, vous avez des sources de financement, vous avez des capacités de mobilisation pour poursuivre, de mobilisation de finances pour poursuivre naturellement votre initiative. Permettons à la présidente de réagir par rapport à tout ça, tout ce qui a été dit, le football, la violence. Et puis, est-ce que tout ça, ça empêche les femmes d'être dans les stades et les enfants et aussi les familles? Comment vous aidez pour qu'on puisse avoir, en tout cas, qu'on multiplie justement la présence de ces publics-là qui sont censés être un peu parfois la cible de ces violences? Il faut le dire que, effectivement, le football est source de grandes montées d'adrénaline. Le football suscite des passions. Et au-delà même des violences basées sur le genre, le foot suscite d'autres types de violences, même d'atteinte aux droits de l'homme. On le voit. Même récemment, pour ne pas citer le pays, on voit ce qui se passe après la défaite des Lions
face aux éléphants, il y a eu un sursaut de violence. Lion de la Teranga. Ouais. Voilà, de la Teranga. Et on sait aussi qu'à la CAN dernière, il y a eu un sursaut de violence faite aux femmes. Hein, à la fin de la CAN, il y a eu des viols. Il y a eu des morts en Guinée aussi. En Guinée aussi, il y a eu des morts. Donc du coup, pour dire qu'effectivement, le football est source de violence. Et aujourd'hui, pour en revenir même à cette petite vidéo qui a fait le tour durant le match qui opposait les éléphants de Côte d'Ivoire à l'équipe du Sénégal, l'action que nous sommes en train de mener de sensibilisation aurait pu éviter cela si on l'avait fait peut-être un peu plus tôt, à l'entame même de la CAN. Parce qu'il faut le dire que souvent, on se dit de façon inconsciente ou innocente, « Ah, j'étais juste en train d'exprimer ma joie, c'était juste de l'amusement. Et pourtant, c'est du harcèlement qui peut nous conduire justement à écoper des peines de prison. Donc cette action est salutaire et effectivement, les ONG font le maximum qu'elles peuvent, hélas, elles butent devant le manque de financement. Je vous prends juste la parole pour qu'on regarde ensemble, on va terminer l'émission avec l'initiative que vous avez eu à mener. Et vous aviez donc une vice-capitaine, à la personne de Christelle, qui y était. Quand on parle de football, vous étiez la capitaine, et il y avait Christelle et bien d'autres qui vous ont suivi dans une activité qui a été menée. C'était la marche. Oui, à Koumassi. À Koumassi. On va voir rapidement. En marge de la CAN 2023 qui se déroule en terre ivoirienne, la Marée Orange, qui est un collectif non gouvernemental, a initié une grande marche de sensibilisation en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre, faites aux femmes et aux jeunes filles, dénommée Zéro violence basée sur le genre pendant la CAN. Lors de cette marche de sensibilisation tenue au sein de la commune de Koumassi, le samedi 27 janvier, les femmes ont donné de la voix pour une CAN non violente sur tous les plans. Les périodes festives et de grands attroupements sont des canaux favorables aux événements peu heureux, notamment aux violences faites aux femmes. C'est pour cela que nous avons, au nom de la Marée Orange, institué cette campagne de sensibilisation Zéro violence pendant cette CAN. Pourquoi nous le disons? Parce que nous, en tant qu'ONG féministes, en tant qu'activistes, nous avons déjà été saisis par de nombreux cas de violence, notamment par des femmes qui se sont plaints de tentatives de viol dans des toilettes au stade, ou alors par des attouchements pas très désirés. Présente à cette marche de sensibilisation contre les VBG, Namizata Sangare, président du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a rappelé les chiffres alarmants des violences à l'égard des femmes en Côte d'Ivoire. L'enquête démocratique de santé de 2021 de notre pays montre que 26% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, l'organe étatique en charge de la coordination des actions de lutte contre les violences basées sur le genre, a indiqué que 5360 cas de VBG ont été répertoriés et pris en charge de la période de janvier à septembre 2023. Une initiative à laquelle adhèrent les hommes et qu'ils comptent accompagner. C'est un très grand honneur pour moi, c'est un privilège d'être avec les femmes parce que les femmes, c'est la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Et cette moitié-là ne peut pas faire l'objet de violences. Quand on parle de violence, c'est des violences de toutes sortes. Et donc nous sommes venus nous associer à cette initiative. Nous sommes venus les accompagner pour lutter contre la violence faite aux femmes, pour dire stop à la violence faite aux femmes. Pour ces femmes leaders d'ONG de lutte contre les violences basées sur le genre et d'institutions, au regard de cette situation alarmante que subissent au quotidien les femmes et les jeunes filles, mettre un terme à ces violences doit être une priorité commune. Voilà, alors, mettre une... Oui, vous savez, le combat, hein, tout le monde est tellement mobilisé qu'on y est allé en même temps. Non, je voulais juste rapidement vous expliquer qu'après ce reportage, vous êtes convaincu que Live TV a un vrai rôle et le joue très très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu émues de l'invitation de ce midi dans le Willy à midi. C'est clair. Parce que d'abord, il faut un peu dédramatiser tout ça, mais au-delà de ça, Live TV, vous le savez, est une chaîne qui est aux côtés des activistes et ils sont là pour en témoigner. Cette émission a été programmée longtemps à l'avance, complètement détachée de cet événement. Exactement. Donc soyez convaincus que nous sommes une chaîne qui essayons de donner un peu le pouls de la société et parfois
évidemment, vous pouvez en être ému, mais l'essentiel, c'est que chacun essaie de faire en sorte que le dialogue puisse évidemment triompher dans la façon de gérer l'espace public en Côte d'Ivoire. On va donc permettre à nos invités quand même de se prononcer un peu sur ces initiatives. On commence par Patrick. Oui, le dialogue va toujours triompher. Patrick, quand vous voyez donc une telle initiative, juste pour terminer, parce qu'on a la chute de l'émission, est-ce qu'en dehors de la CAN, c'est des initiatives qu'il faut soutenir et même aussi avec d'autres partenaires et internationaux? Moi, j'encourage ces initiatives qui incitent à la vigilance. Ouais. Le seul risque, c'est qu'il y ait une crispation et que ça entraîne une sorte de guerre des sexes. Évidemment, il ne faut absolument pas en arriver là. Absolument. Il faut que ça reste dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire qu'on fasse aussi comprendre aux hommes que pour avoir de bons rapports avec les femmes, il faut suivre ces recommandations et ne pas se braquer. C'est clair, voilà. Madame... Vous avez le dernier mot. De et je vais être un peu provocateur. Il ne faudrait pas qu'elle oublie également de rebondir sur la question de la mobilisation. Il ne faudrait pas qu'elle oublie également de rebondir sur la question de la mobilisation des ressources. Parce que c'est une initiative tellement juste, tellement louable, qu'elle doit être pérennisée. Très bien. Je pensais que vous alliez prendre le dernier mot à la femme, mais vous avez bien fait. Allez-y pour votre dernier mot. Juste déjà dire merci à Live TV et encourager justement les âmes de bonne volonté à accompagner financièrement ce type d'action. Parce qu'il faut le dire, hein, le grand problème, et je remercie même la thématique qui a été donnée pour ces 16 jours d'activisme en 2023, investir. Investir pour la femme. Donc il serait bien d'investir dans les actions des organisations non gouvernementales qui, pour la plupart, sont au cœur des problèmes, sont sur le terrain et malheureusement manquent de financement pour pouvoir en faire davantage, profiter de leurs actions aux populations. Voilà, C'était le dernier mot. C'était le dernier mot, vraiment d'interpeller vraiment les bonnes volontés à nous aider, ainsi que les partenaires financiers. Et c'est clair que cela n'est pas tombé dans l'oreille de sourds et cette initiative va continuer. En attendant, en tout cas, merci d'être venu, Patrick. Merci à vous. On espère que vous avez aimé d'être là. C'était un grand plaisir. Oh, nous aussi. Gérard, merci beaucoup. Merci Christelle. Marius, merci. Élisée. Merci. Merci Christelle. André, merci. Merci à vous tous à la Marée Orange, merci d'être venus. Et continuons de faire évoluer la société. Voilà, merci Les femmes beaucoup. sont précieuses. Très précieuses. Merci. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir chez vous, à demain.